et c'est bien dommage. En tout cas, bref, on suivra ça avec attention. Alors attendez, parce que là on passe, ça y est, au gros de l'émission. Hop, je change l'image. Terminer avec nos tops, nos flops. On va embrayer avec le classico, le fameux. On en a parlé un peu en intro, sans trop en dire parce que voilà, Les classicos, pas de on les problème. gardait pour ce moment-là. Hem On va commencer, alors je veux pas forcément mettre l'accent direct sur ça et dire: «Oh Marseille a perdu parce que l'arbitre», pas du tout. Mais je pense que ça explique beaucoup de choses, le fait que voilà, Marseille soit à 10 à partir des 20 premières minutes. Donc voilà, donc avant d'enchaîner sur tout le reste, voilà, sur, vraiment le jeu en lui, les très bonnes 20 premières minutes du PSG, bref, tout ça, on va forcément parler de ce carton rouge, donc reçu par, Amin Harit. Pour mettre un peu dans le contexte, donc voilà, une faute sifflée au milieu de terrain sur Marquinhos et un carton rouge donc sorti direct par monsieur Le Texier. J'ai donné la parole à Nico parce que bon, voilà, on veut de la polémique évidemment. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, je vais évidemment donner la parole à Nico, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de connaisseurs, beaucoup de supporters, beaucoup d'anciens joueurs, parce qu'on en a parlé. Enfin, il y a eu qui c'est que j'ai vu? Il y a eu Aubameyang, Snopongol, enfin bref, il y en a eu beaucoup, même des confrères journalistes aussi, qui ont énormément tensé monsieur Le Texier. Est-ce que pour toi, Nico, est-ce qu'il y avait carton rouge sur cette faute de Amin Harit? Alors, clairement, non. Pour une raison simple, c'est que, en fait, ce qui est très bizarre dans le raisonnement de Monsieur Le Texier, c'est de dire, ah, il y a un pied dangereux, et du coup, alors que Monsieur Le Texier ne sort pas direct le carton rouge, c'est-à-dire qu'en fait, il sort le carton rouge au moment où il voit la blessure de Marquinhos. Donc ça, c'est dans l'ordre chronologique, c'est comme ça se passe. À vitesse réelle, quand vous avez un pied à mi-hauteur, on peut se dire, oui, c'est un petit peu dangereux, mais je pense qu'il faut voir aussi dans le contexte du duel. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, vous avez Amin Harit qui s'engage et vous avez Marquinhos qui vient au devant pour récupérer le ballon. Je pense que dans ce cas-là, quand c'est un duel, on ne doit pas forcément se focaliser sur le résultat, mais sur l'ensemble de l'action. Et pour moi, dans ces cas-là, quand il y a duel comme ça, Mmh. vous pouvez très bien avoir l'arbitre qui fait un rappel à l'ordre à Minarit en disant attention, vous avez un pied dangereux, éventuellement mettre un carton jaune, ce qu'il a fait à la base, mais vous ne pouvez absolument pas vous dire je raisonne en termes d'action en elle-même sans prendre en compte le fait que vous êtes dans un match à gros enjeux où vous savez très bien que quand vous allez prendre une telle décision, vous allez changer le cours de la rencontre forcément. Donc moi, pour moi, et je vous dis très honnêtement, ça aurait été, moi, c'est arrivé à Amin Harit. Si c'est l'inverse et que ça arrive à Marquinhos, je vous garantis, je vous dis la même chose. C'est-à-dire, il faut être honnête. Pour moi, il n'y a absolument pas carton rouge. Carton jaune, pourquoi pas. Prévenir, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action dangereuse de la sorte. Je ne Mmh. dis pas que c'était pas dangereux, mais de là à intenter à la santé du joueur, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Et je trouve que Monsieur Le Texier, lui, dans ses réactions, il dit clairement que la santé du joueur est mise en danger. Mmh. Je pense pas. Je pense que c'est OK. un peu abusif. Et pour moi, il n'y a clairement pas carton rouge. OK. Pour juste, expliquer un peu aux gens forcément qui n'ont peut-être pas, pu voir le match ou peut-être pas encore pu voir les images. Mais, en gros voilà, il a raison Nico, c'est un ballon que Amin Harit essaye de contrôler avec un pied, à mi-hauteur, hein, à mi-hauteur, au niveau environ du ventre, torse, voilà, il lève évidemment son pied pour contrer le ballon et c'est plutôt Marquinhos, ouais, qui lui vient dessus. Forcément, il vient faire le pressing et il vient défendre. C'est très bien défendu, hein, d'ailleurs par Marquinhos qui défend en avançant et qui vient du coup bref, qui prend forcément le talon, enfin la semelle, pardon, du joueur de Marseille sur le torse, ce qui laisse une trace, donc la fameuse trace dont y parlait Nico, une trace donc, du crampon sur le torse de Marquinhos. Marc qui a vu donc Le Texier et qui l'a finalement décidé, qui l'a finalement convaincu que ça valait un carton rouge. David, est-ce que comment dire, t'es de cet avis-là? Est-ce qu'il y avait carton rouge ou non? Ou tu es plutôt de l'avis de Nico, dire que Je pense que c'est un carton rouge extrêmement sévère sur tous les plans, sur le plan de la loi du jeu, sur le plan de l'esprit du match aussi. mmh, Je pense que c'est un carton rouge qui fausse le match, donc c'est vraiment un mauvais carton rouge à mon avis. Puis surtout, on a vu vraiment ces dernières semaines
Et ces 2 dernières saisons, une permissivité par rapport à un jeu un petit peu plus dur, où la consigne, c'était justement de laisser jouer, laisser jouer. Et là, d'un seul coup, tu laisses pas jouer du tout, tu casses une action en sifflant un carton rouge direct sur une action qui n'était pas une action de but du tout, quoi, qui était une action de milieu de terrain anodine. Mhm. Je Du pense que coup, c'est un choix étrange de la part de l'arbitre. ok. Est-ce que, Greg, tu es d'un autre avis ou est-ce que je passe direct à la suite? Est-ce que tu es à peu près Non, d'accord non, je avec... suis assez d'accord. Le carton jaune, pour moi, aurait été justifié. Si on parle de ça, et pour le coup, je pense que là, pour le coup, vous allez vraiment me rejoindre. Si on est obligé de parler du carton rouge dans le sens où il intervient à la 20e minute, un truc comme ça. Il gâche un peu le match, entre guillemets, quoi. Enfin, voilà. S'il y avait vraiment carton rouge, bon, il y aurait eu, enfin, c'est vraiment, si le carton rouge était net et il y avait eu aucun débat possible, voilà, on aurait dit, bon, ben, c'est comme ça, c'est de la faute du joueur, voilà. Là, sans forcément incriminer l'arbitre, mais mine de rien, ça gâche un peu notre plaisir sur un match comme ça, un match qu'on attend, on a tant parlé de ce match la semaine dernière, on l'attendait, vraiment, on attendait ce match un peu voilà, comme le Messi, j'ai envie de dire, mais pas loin, quoi. On attendait vraiment la confrontation du PSG, qui était, on avait l'impression un poil moins fort que ces dernières saisons, et l'OM qui montait en puissance. Donc voilà, ça nous a gâché un peu cet affrontement-là. Maintenant, voilà, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Si oui, non, par rapport, encore une fois, si on va finir par rapport à ça, et c'est là où j'ai envie d'avoir l'avis de Greg. Est-ce que, Greg, toi, t'en veux plus à l'arbitre ou est-ce que t'en veux plus à la VAR? Parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment perturbé. Que l'arbitre à vitesse réelle, pardon, comme l'a dit Nico, pense que c'est un carton rouge parce qu'en fait, il arrive très vite et il voit juste le pied de Aminarit au niveau du torse, etc. Et il se dit dans sa tête, bon, ça vaut peut-être carton rouge. Ok. Mais la VAR, il y a 3 mecs dans le camion qui voient 15 ralentis, quoi. Moi, c'est plus eux à qui j'en veux. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'en veux à personne, parce que voilà, mais au-delà de ça, si entre guillemets. Parce que, est-ce qu'il a été appelé à la VAR? J'ai pas vu tout. Non, il n'a pas été appelé. Non, non, non. Non, non. Ok. En gros, il a été sûr de sa décision, quoi. Mais en gros, Ok. alors, de ce que j'ai vu dans les ralentis, il demande à l'oreillette, est-ce que c'est vraiment carton rouge? Et je pense qu'on lui répond oui. La VAR, elle intervient que s'il y a erreur manifeste. À partir du moment où c'est un choix subjectif de l'arbitre, la VAR n'a pas à intervenir en fait dans Et puis une surtout, situation. si entre guillemets, s'ils lui disent dans l'oreillette, bah, François, monsieur le Texier, François, on est d'accord avec toi, il y a rouge, bah, pour moi, entre guillemets, c'est normal qu'il garde sa décision. Maintenant, je suis désolé, moi, François Le Texier, c'est un arbitre qu'on a découvert qui orbite pas mal de matchs de Ligue des Champions. Hein. Je crois qu'il en a arbitré un important cette semaine. Il est toujours bon. Et en France, je ne sais pas pourquoi les arbitres ont du mal. Je ne suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, ils mettent le rouge. Voilà, là, donc c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que l'action est. Moi, j'ai toujours dit, le foot est un sport de contact. Marquinhos n'est pas blessé. Bon, il aura des traces de crampons. Bon, ça peut arriver. Je pense que tous les gens qui nous écoutent, tous les footballeurs amateurs Ah oui. ont des traces de crampons chaque week-end. Voilà. Il y a aucune méchanceté de la part de Aminarit. Sincèrement, il y a vraiment, tu le vois l'action, il le voit même oui, pas non, voilà. arriver. Mais c'est surtout qu'en Et fait, puis- tu mets le rouge En fait, on en revient un peu au débat qu'on avait eu avec Nico lors du match contre l'OL. Balerdi, à la limite, tu peux lui mettre le rouge si c'est la 80e, la 85e. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, bon, même si Paris, pour moi, était au-dessus, mais en fait, et même lui, il a dit, je crois, dans la décla, à un moment, il dit, je suis conscient que quand je prends cette décision, je suis conscient qu'elle va influer sur la qualité, pas la qualité, mais en tout cas le scénario du match. Et en fait, moi, c'est surtout le fait qu'au bout d'un moment, il faut faire preuve de psychologie, VAR ou pas, ok. Mais certes, la VAR est un robot, l'arbitre est un humain. Et au bout d'un moment, tu peux pas, à ce niveau-là, voilà, Harry, t'as pas fait une faute avant. C'est un classico, mais il n'y a pas l'air d'avoir une animosité de dingue entre les deux équipes. Et tu peux pas, dès le début, sur une faute, parce que les deux vont au contact, mettre le rouge, c'est quand même très compliqué, voilà. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui empêche Monsieur Le Texier, qu'est-ce qui empêche la VAR de dire à Monsieur Le Texier Parce que c'est pas une erreur de pas manifeste. voir l'action? Ouais, C'est pas mais une erreur manifeste.
Mais, Si lui Ouais, dit, moi je suis dérangé avec ça. Moi, ça me dérange Si lui cette question d'erreur s'il lui dit manifeste. non, il y a vraiment une erreur flagrante, qu'il n'y a pas rouge, tu t'es complètement gaufré, là il l'annule. Mais à partir du moment où c'est juste une interprétation et que lui décide de mettre un rouge plutôt qu'un jaune, Mais- là c'est pas à la VAR de le déjuger. Alors, David, je suis pas. Enfin, là, pour le coup, je comprends, mais je suis pas totalement d'accord. Pour moi, il y a vraiment une erreur manifeste pour le coup sur ce coup-là. Parce que tu prends. Et on l'a vu, et rien qu'il n'y a pas plus longtemps, je crois que c'était la semaine dernière en première ligue, j'ai regardé un match. Il y a un doute en tout cas. Voilà, exactement, c'est ça que c'est ce que j'allais dire. Il y a un moi, doute, moi, ça me à partir du dérange moment où il y a d'erreur un doute, pour moi, manifeste. ils doivent le faire venir voir. Non, mais le principe de l'erreur manifeste, c'est pas ça. Le principe de l'erreur manifeste, c'est genre, il dit qu'il n'y a pas main alors qu'il y a main, ou l'inverse, ou tu vois. Ah non, ça, c'est non, une erreur Ouais, manifeste. mais justement, alors, David, c'est pourquoi ça on que je te parle dis. d'erreur manifeste? Alors peut-être Moi, ce qu'en qui me dérange, France, c'est c'est le ça. terme d'erreur manifeste, en fait. Non, voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'en fait, au lieu de parler d'erreur manifeste, pourquoi on ne parlerait pas de doute? Il y a un doute. Non, mais la VAR, elle n'est pas là pour juger les doutes, elle n'est pas là pour te. Mais c'est là où il y a le problème, à mon avis. C'est là où il y a un attendez problème. juste un truc. Alors peut-être que ça dépend où. C'est ça, c'est ce que j'essaie de te dire, David. Je suis pas sûr Parce que le curseur de l'erreur, il est où? C'est ça, le problème. Déjà ça. Et puis dans d'autres championnats, et j'ai regardé encore une fois, là j'ai regardé un match de première ligue. C'était pas ce week-end, ça encore une fois, c'était la semaine dernière. Il y a eu exactement le même doute et un joueur avait pris un carton rouge. La VAR et franchement, c'était pareil, c'était sur une semelle, juste au lieu de taper, bref, ce truc, il prend plutôt le pied plutôt que le tibia et du coup, vu qu'il prend le pied, la VAR appelle l'arbitre. Tu vois, parce que justement, il prend pas le tibia, il prend surtout le pied. Et du coup, la VAR appelle l'arbitre et lui dit bon. Là, la VAR, elle ne peut pas lui dire tu as mal vu. La VAR, elle peut lui dire à notre avis, c'est plutôt un jaune qu'un rouge. Et ça, en fait, la VAR, elle n'est pas habilitée à le faire. Si, pourquoi mais à mon avis, elle doit servir à ça, la VAR aussi. Si, normalement. La VAR, elle est pour lui dire tu n'as pas vu quelque chose. Donc, par exemple, transformer un jaune en rouge, tu n'as pas vu à quel point le gars s'est fait plaisir et a décollé les pieds et a blessé l'adversaire. Tu ne l'as pas vu. Donc là, la VAR t'appelle parce que tu n'as pas vu un truc. Mais là, il l'a vu. En fait, c'est une interprétation. Lui, il décide de mettre rouge. Là, la VAR n'a pas à le déjuger, sauf s'il a fait une erreur manifeste, mais ce n'est pas considéré comme. Oui, mais le problème, il n'est pas là. C'est que la VAR, elle est bien contrôlée par quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'en gros, les 3 arbitres qui sont dans le bus ont trouvé normal la décision qu'ils mettent un rouge direct. Non, c'est pas qu'ils ont trouvé normal, c'est qu'ils n'ont pas trouvé à redire à la décision de l'arbitre initial. Ils ont pas donc pour eux, s'ils étaient à la place de monsieur Le Texier, ils auraient sorti le rouge aussi. Donc ça veut dire qu'on a 4 personnes qui se sont trompées. Ils n'ont pas un élément flagrant qui leur permet d'intervenir. C'est ça le principe. Ouais, mais c'est là où, à mon avis, il y a souvent des litiges chaque week-end avec la VAR. C'est parce qu'en fait, on a ce côté, il faut vraiment intervenir uniquement si, comme tu dis, David, il y a une erreur manifeste, mais erreur manifeste jugée par le CAR. Et seuls eux sont juges, j'ai envie de dire. Est-ce que dans ce cas-là, vu qu'on a affaire à des humains, on ne pourrait pas justement changer, entre guillemets, cette règle en se disant, dès qu'il y a un doute, je parle d'une action très litigieuse, je parle d'un but ou d'un carton rouge. Il faut changer la règle. C'est-à-dire la rhétorique, c'est-à-dire se dire, pas uniquement quand on est susceptible de s'être trompé, l'arbitre est susceptible de s'être trompé, mais là où il y a clairement un doute et peut-être un désaccord entre ce que dit le camion VAR et l'arbitre. Tu changes la philosophie. Au lieu d'avoir un arbitre, un directeur du jeu, tu as un collège d'arbitres, ce qui est possible, comme au basket. Oui, plusieurs arbitres. Bien sûr. Et l'un peut décider l'autre et ils discutent des fois ensemble d'une action litigieuse, ils discutent pour le Exactement. Ils disent bon, non, finalement, on va faire ça. Mais au rugby, c'est pareil. Au rugby aussi, c'est pareil. Mais alors, actuellement, tu as un directeur du jeu. Alors juste, sans forcément. Rugby, c'est ça aussi. Sans forcément vous couper, sans forcément, encore une fois, vous déjuger vous aussi dans ce que vous dites. Moi, de ce que j'ai lu, et c'est pour ça que je me permets d'amener le débat là, c'est que de ce que j'ai lu et des dernières infos non, mais des articles que j'ai lus, donc soit sur nos confrères de l'équipe par exemple, ou même sur RMC, encore une fois, l'arbitre peut intervenir, la VAR intervient en cas de carton rouge. Il ne parle pas forcément d'erreur manifeste, il parle de carton rouge. Il y a des exemples, par exemple, où la VAR ne peut pas intervenir. C'était le cas, par exemple, de Balerdi la semaine dernière sur les 2 cartons jaunes, la semaine dernière, bref, au match contre l'OL. Sur 2 cartons jaunes, ça, la VAR n'intervient pas. Donc, quand c'est juste 2 cartons jaunes, ça, la VAR, elle n'a pas le droit d'intervenir. C'est peut-être encore une règle trop bizarre, voilà. Mais sur un carton rouge, elle a le droit, que ce soit pour
faire changer un carton rouge en carton jaune ou pour faire changer un carton jaune en carton rouge. Maintenant, voilà, bref. Oui, peut-être que dans le cas. Mais moi, quand je lis cette règle comme ça, j'ai vraiment cette impression que les gars du VAR, ils se sont dit, bon, oui, ok, c'est carton rouge et on passe à autre chose. Non, mais en fait, on en revient toujours au même problème parce qu'elle a le droit d'intervenir, mais elle n'a pas l'autorité de dire à l'arbitre bon, nous, on s'est concerté dans le quart, on pense que c'est vraiment jaune et pas rouge. Ça rentre pas dans les attributions de la VAR. Donc, tu appelles ça comme tu veux, erreur manifeste ou autre, mais en tout cas, la VAR n'a pas à déjuger une décision de l'arbitre, sauf s'il y a un fait vraiment, tu vois, saillant qui l'oblige à le faire. Alors mais comme je te dis, David, elle le fait dans d'autres championnats, vraiment. Ça, c'est vraiment. C'est encore une fois. Dis-moi. Comme on est dans le cas vraiment extrême. Non, mais je comprends. Je le comprends. Non, mais je le comprends. Tu as raison, David, sur le côté comment on interprète la VAR et que normalement, c'est ce qu'ils font, ce qu'ils sont censés faire actuellement. Moi, je dis juste que, à mon avis, on devrait changer tu vois, le point de vue, c'est-à-dire de se dire, on pourrait imaginer que dès qu'il y a un doute sur une telle action qui peut avoir un tel enjeu, de telles conséquences, des conséquences quand même assez importantes, on peut perdre là, pour le coup, 2-3 minutes pour aller vérifier un truc et se dire non, il y a un doute, du coup, on va voir. Moi, il y a Je juste. partage tout à fait cet avis, mais c'est pas le cas actuellement. Ouais. Bref, à voir. Un autre truc juste qui me dérange et que je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas ça en foot, alors que par exemple on l'a en rugby, c'est le côté la VAR par exemple toujours en communication avec l'arbitre et la communication on l'entend soit dans le stade et du coup bref les commentateurs l'entendent, etc. En rugby ça existe, on l'a vu, il y a eu l'exemple par exemple même ce week-end là entre Toulouse entre le stade toulousain et Toulon, il y a eu ce cas-là pendant toute la période où la VAR, le truc était parlait avec la vidéo, parlait avec l'arbitre. On avait les explications. Après, on a le droit d'être d'accord ou pas être d'accord, mais au moins on a les explications. Je trouve que ça manque aussi en foot. Donc bref, s'il y a quelques petites choses qu'on pourrait améliorer dans la VAR, ce serait ça aussi. La VAR, il faut la réformer de fond en comble. Ce serait l'objet d'un débat plus long. Tout à fait. Mais la VAR, bon. Non, mais après, dans le foot, ça reste mine de rien, ça reste quand même assez jeune. La VAR, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on l'a à peu près. Donc ça reste assez jeune. Maintenant, il faudrait, oui, ça je suis d'accord avec toi, il faudrait totalement revoir quelques petits trucs pour que ce soit plus cohérent avec, encore une fois, pour ça colle de plus en plus avec le sport qui est le foot. Pour moi, le plus gros scandale de la VAR, c'est que ça a introduit de l'injustice qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que c'était censé régler toutes les injustices, la VAR, et en réalité, ça a introduit de nouvelles injustices. C'est-à-dire que maintenant, on a à la VAR, par exemple, une annulation de pénalty parce qu'on a vu 50 fois le ralenti et qu'on estime que le gars s'est pas fait vraiment faucher, qu'il s'est un peu joué à moitié jeté, etc. Ce qui est fou avec la VAR, c'est que même là, tu parlais d'interprétation, que ça reste de l'interprétation par rapport à des ralentis, tu vois, en fait. Exactement. Après, quand tu appelles l'arbitre central pour venir voir l'image et que tu lui sélectionnes un extrait de l'image, tu l'induis en erreur, en fait. Voilà. Tout à fait. Ah oui, ou par exemple, quand tu zoomes sur le bas du corps, alors que par exemple, des trucs se passent en haut, ça on l'a déjà vu aussi. Il y a des trucs, par exemple, le contact parfois est en haut du corps et tu sélectionnes que le bas du corps, ça aussi on l'a vu. Tu mets que la fin de l'action, alors que dans l'esprit de l'action, le gars s'est jeté avant d'être touché, etc. Ou les mains, où il faut 50 ralentis pour voir que ça effleure un doigt et puis que tu donnes le pénalty dessus. Enfin, non, c'est clair. C'est pas du tout dans l'esprit du jeu, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Il y a, j'ai envie de dire un détail et on peut en parler sur le Arsenal-Liverpool quand Arsenal met le deuxième but sur coup franc, où en fait la tête de Merino, où on voit en fait que les arbitres, même dans le VAR, hésitent fortement parce que le hors-jeu se joue on parle de millimètres. Hein. Moi, je pense que dans ce cas-là, même si vous avez un doigt en avant, à mon avis, dans l'esprit du jeu, vous devez privilégier l'offensive et éviter d'annuler un but. Parce que quand vous êtes hors-jeu de ça, vous n'êtes pas hors-jeu. Enfin, c'est pas comme si vous étiez hors-jeu vous avez, je sais pas moi, la moitié d'une tête, là, vous êtes hors-jeu.
Mais si vous avez juste ça d'écart, En plus, c'est pas dans l'esprit c'est du jeu. marrant que tu prennes ce but-là en exemple. Sur le but de Merino, on le rappelle, c'est même pas Merino qui est hors jeu. C'est, je crois que c'est, je sais plus si c'est Havertz ou bref, c'est le joueur qui est juste avant lui qui fait action de jeu Ouais. entre guillemets avec Van Dijk qui est vérifié. C'est même plus le joueur qui met le but qui est vérifié. C'est vraiment le joueur qui est juste derrière et qui fait un peu action de jeu, c'est-à-dire qui empêche un peu le défenseur, qui est au duel avec le défenseur, mais qui empêche un peu le défenseur d'intervenir. Ou on vérifie si lui il n'est pas un hors-hors-jeu. Ouais, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais ça, c'est des débats pour le coup sans fin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très binaire au final sur les hors-jeux, la VAR. Au moins là-dessus, c'est quelque chose de très binaire. C'est soit tu es hors-jeu, soit tu n'es pas hors-jeu. Là, pour le coup, on parlait encore d'interprétation. Mais sinon, je suis d'accord, la VAR, il y a moyen de. Enfin, bref, il faudrait un peu revoir, ça c'est sûr. Maintenant, sur le match, on revient un peu sur le match. Sur ce fameux Est-ce match. qu'on peut juste revenir sur. Est-ce qu'on va parler de l'attitude de Marquinhos par contre? Ah, vas-y, oui, ça en fait partie. Allez, vas-y, je te laisse Juste, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je veux bien sur le coup, peut-être qu'il a eu peur, il a un peu mal, mais bon, est-ce qu'il a besoin de se. On a l'impression qu'il se roule par terre pendant 5 minutes, et j'ai été très déçu de la part de Marquinhos, qui jusqu'à présent, pour moi, était vraiment un exemple au sein du vestiaire parisien, qui a toujours était vraiment en plus fair play, mais même dans les classicos, hein, il a toujours été fair play. Alors, il a toujours dit oui, je suis pas parisien dans le cœur, etc. Ça, c'est normal. Mais qui a toujours été un exemplaire sur le terrain et en dehors. Et j'ai trouvé son attitude quand même assez contestable, même si sur le coup, peut-être je ne veux pas le juger sur le fait que peut-être qu'il a eu mal, etc. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez entendu il y a eu Johan Mikou qui a eu ces propos-là, et j'étais assez d'accord avec ça, sur le fait que voilà, il a pas besoin d'en faire on a l'impression, sans se rouler par terre, mais il a l'impression voilà, qu'il avait 3 côtes en moins. Enfin, moi, je trouve que dans l'esprit du jeu, on va pas se mentir, ça a quand même influé sur la décision de l'arbitre. Et moi, je trouve que venant du capitaine du Paris Saint-Germain, j'ai trouvé ça très limite. Voilà. Non, mais J'ai été assez déçu de son attitude, pour être honnête. je suis d'accord avec toi sur ce coup. Après, voilà, ça reste pour le coup, je pense. Après, je sais pas ce qu'ils vont en penser, mais ça reste un match spécial. Ça reste. T'en rajoutes toujours un peu quoi qu'il arrive. On se rappelle quand Ocampos avait arraché le rouge à Neymar. Je sais pas si on se rappelle, mais c'était Oui. juste un front contre front et après Ocampos s'est roulé par terre pendant je sais pas combien de temps. Tu vois, ça reste dans le truc du voilà, c'est en plus d'un match, c'est un truc encore à part, quoi. Donc, mais sinon, oui, je comprends. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, David, Greg, là-dessus. Bon, après, Pas spécialement. Vous en voulez pas spécialement à Marquinhos, c'est ça que je voulais vous demander. Je pense que c'est l'arbitre qui donne le rouge, hein. C'est pas Marquinhos qui arrache le rouge, hein. Je crois pas. Je pense que c'est. Ouais, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, alors déjà il voit la trace, et puis après il voit. Parce qu'on voit quand même qu'il regarde que il est en train de souffrir de martyr. Ah bah Marquinhos, il fait son job, hein. Après, ça s'appelle du cinéma, je suis bien d'accord, hein, mais bon, ça fait partie du cinéma folklore. du football de faire ce genre de choses, du folklore, hein. Ok, bon. Très bien. On passe maintenant au match qu'on a beaucoup parlé, forcément. C'était un peu nécessaire, je pense, de tout ce qui était extra un peu sportif, enfin en tout cas en dehors du jeu en soi. Sur le match en soi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une première mi-temps, 20 premières minutes, pardon, vraiment maîtrisée par le PSG, ou en tout cas avec un gros pressing. Un OM un peu à l'agonie. On a vu une deuxième partie de match très compliquée. Enfin, bref, on a l'impression qu'à partir de la mi-temps, vraiment, il n'y avait plus personne qui voulait être sur le terrain, même pas Paris. Enfin, c'était vraiment l'impression que j'avais en dehors. C'était très bizarre à suivre la deuxième mi-temps. Mais sur cette première mi-temps, je donne la parole à Greg, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Sur cette première partie de match, avant du coup ce carton rouge, qu'est-ce que tu as vu, toi, Greg? Bah, j'ai vu, moi je suis pas surpris, mais j'ai vu une équipe du PSG qui a marché sur son adversaire, tout simplement. Voilà, moi il y a un truc qui me déplaît en fait, c'est que, et Nico sera peut-être pas d'accord, mais peu importe, mais en fait vous pouvez, je pense, remercier l'arbitre, parce qu'aujourd'hui pour moi c'est votre, et c'est dommage,
Mais le carton rouge, c'est votre excuse totale pour dire que vous avez perdu le match. Mais la vérité, c'est que voilà, vous avez, enfin, en tout cas, c'est pas méchant ou quoi, mais vous avez des manques énormes. Défensivement, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Mbemba va peut-être revenir. Au milieu de terrain, à part Højbjerg, bon, il y avait un peu Rabiot, c'était un peu la story Rabiot. Sauf que Rabiot, voilà, ce ne sera jamais un crack et ça ne le deviendra jamais. Pour la Ligue 1, c'est très bien, mais il lui faut un peu de temps. Wai devant, c'est très compliqué. Greenwood a fait 2-3 matchs, mais il a été transparent de base. Et on a vu une équipe du PSG qui s'est baladée de A à Z, même sans attaquant, sans numéro 9, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, c'est. Et un De Zerbi qui a totalement perdu la bataille tactique, qui était, je pense, énervé aussi envers ses joueurs, puisqu'il a dit à la fin que ce n'était pas le plan. Moi, j'ai vu les stats. Tu es à la maison, tu es l'OM. Selon les supporters, tu dois marcher sur ton adversaire, enfin sur le PSG en tout cas, en termes pas techniques parce que tu es moins fort, tu es limité, mais en termes de mentalité, en termes d'envie, tu es à 25% de possession de balle à la fin du match, 25 à la maison, tu fais 5 tirs, 1 de cadré. Moi, je suis désolé, mais ces stats-là, elles sont inadmissibles, elles sont immondes, et c'est pas un carton rouge d'Amin Harit qui change ça, je suis désolé. Donc, au bout d'un moment, il y a un vrai manque. Et je pense que Nico ne dira pas le contraire, mais il y a une équipe de l'OM qui n'est pas à l'envers, mais qui a du mal. On va en revenir après, justement sur les joueurs. Et quand j'ai vu les stats, c'est pas OK, tu as un rouge, mais face à l'OL, tu gagnes le match 3-2 et tu prends un rouge en plus bien plus tôt. En plus, tu es à l'extérieur, donc c'est plus compliqué. Et voilà. Mais là, tu as vu une vraie grosse équipe du PSG, sans être exceptionnelle, parce qu'on l'a vu à l'image du match en Ligue des Champions. Le PSG a du mal à marquer, sauf que là, aujourd'hui, il y avait des trous hallucinants dans la défense, tout simplement. Ok. Encore une façon, on va en revenir après. J'ai un petit truc préparé pour justement les joueurs, enfin plus venir sur le côté joueur, sur aussi les déclarations de Zerbi, sur aussi un peu l'après, enfin pour la suite là pour l'OM. Mais avant ça, encore une fois sur le match, de ce que tu as vu, Nico. Et encore une fois, surtout en prenant en compte ces 20 premières minutes, je sais qu'un match après, ça peut basculer. Greg n'a pas l'air d'être totalement d'accord et je comprends et je respecte totalement ce. J'ai rien vu dans les 20 premières minutes de bien. Je suis d'accord, Greg, mais tu vois, un match, ça peut un peu basculer. Je te dis pas que ça peut totalement basculer, mais ça peut un peu s'équilibrer par la suite. On a l'impression qu'il y avait un gros PSG, un PSG qui arrivait décidé, il savait ce qu'il voulait, etc. Mais tu vois, après, si l'OM avait tenu ne serait-ce le 1-0 qu'un peu plus longtemps, à 11, il y aurait peut-être pu y avoir un peu plus match. Mais bon, bref, juste sans ça. Sur les 20 premières minutes, justement, Nico, il y a eu beaucoup de déceptions de ta part. Tu pensais que l'entame allait être différente? Oui, alors moi, la grosse déception, c'est De Zerbi. C'est la faillite de Roberto De Zerbi. C'est-à-dire que quand vous jouez ce Paris Saint-Germain, vous n'allez pas avoir la possession. Quand on joue ce Paris Saint-Germain, il faut faire un gros pressing, il faut les attaquer, il faut aller presser très haut cette équipe. À chaque fois que le Paris Saint-Germain a subi un gros pressing, c'était une équipe qui était en difficulté. On l'a vu contre le PSV Eindhoven, on l'a vu à Arsenal, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu contre à Reims. Cette équipe a été mise en difficulté tout le temps sur le même système, c'est-à-dire sur des transitions rapides où en fait vous pressez beaucoup, vous avez moins le ballon, par contre vous allez vite vers l'avant. Des caractéristiques propres à l'Olympique de Marseille. De Zerbi n'a pas joué sur les caractéristiques de l'Olympique de Marseille, sur les joueurs qu'il a. C'est une faillite tactique, c'est une faillite collective. Et pour moi, les 20 premières minutes, et là où je suis totalement d'accord avec Greg, je n'ai rien vu. J'ai vu une équipe du PSG qui avait faim, j'ai vu une équipe de l'OM fébrile, à domicile, timorée, et malgré les supporters qui étaient surmotivés, on n'a pas vu des joueurs qui voulaient marcher sur leurs adversaires. Et pour moi, c'est une faillite collective dont le principal responsable est Roberto De Zerbi. Ok, petite question. De Zerbi, il a secoué ses joueurs, hein, Greg l'a dit. Il les a un peu tous secoués, dont Greenwood, parce que voilà, c'était un peu la tête de gondole cette année, mine de rien. En tout cas, en attaque, il marque beaucoup de buts, on en parle beaucoup, etc. Il a parlé de Zerbi, il a parlé de course, il a parlé de sacrifice. Toi, t'en veux surtout à De Zerbi, pas tant aux joueurs? Alors, le problème, c'est que qui les motive dans la semaine?
qui va les envoyer à la bataille? C'est l'entraîneur. Alors, je suis d'accord, c'est pas lui qui est sur le terrain. Si on avait eu 11 de Zerbi, peut-être qu'on a eu des 11 gars qui allaient à la guerre, clairement. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression que mentalement, ce match n'a pas été préparé ou pris par le bon bout. Et là où j'ai été très déçu, c'est que autant je trouvais qu'à Lyon, on avait vu, moi j'avais dit le lendemain du match à Lyon qu'une équipe était née, qu'un groupe était né avec une mentalité de gagnant. Hier soir, j'ai vu, excusez-moi du terme, pas des losers, mais presque des joueurs qui n'avaient pas envie d'aller à la Et Dimi, bataille pour leur entraîneur. Et moi, c'est ça qui m'a le plus déçu. Et ce qui m'a d'autant plus déçu, c'est que, ok, quand l'OM se retrouve à 10 contre 11, c'est très difficile déjà de jouer contre le PSG à 11 contre 11, on est d'accord. Mais même à 10 contre 11, à un moment donné, il faut quand même donner des réponses tactiques. Et De Zerbi n'a rien apporté sur le plan tactique, ni sur le plan mental, pour faire réagir les joueurs. J'ai l'impression que la deuxième mi-temps est même pire que la première. Moi, j'avais espoir que la deuxième mi-temps, qui est un espèce de sursaut d'orgueil, il n'y a rien eu. Et pour moi, je ne veux pas être trop sévère avec De Zerbi, parce que c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle équipe. Alors c'est vrai que le PSG, ça fait quand même 10 ans que le projet est en place. Mais par contre, j'ai quand même insisté sur le fait que hier, on a vu un entraîneur beaucoup plus expérimenté dans la personne de Luis Enrique, qui est beaucoup plus sûr de son fait, avec une équipe peut-être aussi beaucoup plus aguerrie, parce que qui jouent plus ensemble, des joueurs qui jouent beaucoup plus ensemble depuis beaucoup plus longtemps. Mais voilà, il faut se poser la question de Zerbi. Je pense qu'il faut attendre un peu avant de le taxer de grand entraîneur et peut-être redescendre sur terre et se dire, ok, c'est un très bon entraîneur, il a de belles choses tactiques à proposer. Mais hier, il a montré que il n'a pas passé le grand test sur lequel on l'attendait. là, je vais être un poil dans la, entre guillemets, provoque. C'est pas forcément ce que je pense, c'est pas forcément vrai, mais c'est des avis que j'ai vus un peu partout. Et donc, du coup, je vais les exposer et je vais vous demander. David, est-ce que ce début de saison de l'OM, c'était juste un feu de paille? Alors, c'est intéressant parce que justement, c'est là-dessus que j'allais en venir. C'est que moi, pour faire la synthèse entre ce que vous dites, je suis d'accord avec tout, mais en fait, je pense qu'on a surtout vu l'OM un peu trop beau avant le match. Et je pense que De Zerbi lui-même s'est vu trop beau parce que sa compo d'équipe avec Harit derrière 3 attaquants, en fait, tu sais que tu vas perdre la bataille du milieu, que tu vas te faire bouffer si tu n'as pas la défense centrale pour tenir toute seule face à l'attaque du PSG. Et donc là, il y a eu trop d'ambition dans le jeu sur la compo de départ. Parce que Marseille s'est senti pousser des ailes, parce qu'il venait de lâcher un 5-0 pour son Montpellier la semaine d'avant, et parce qu'il y a eu un joli début de saison. Mais la différence de niveau avec le PSG reste encore trop grande. Et moi, je suis, comme le disait Greg, je suis pas surpris du résultat. Je pense qu'il est conforme à la différence de niveau entre ces deux équipes-là aujourd'hui. Moi, ma principale déception, c'est que Marseille n'ait pas réussi à mettre un but, parce que moi, j'ai mis 3-1 pour le PSG, non pas 3-0 dans l'MVP, et ça m'enlève le score exact que j'avais mis 3-2 en plus. Ah, il tient à son score exact, hein, David. Moi, je reste quand même persuadé que si ce match il est rejoué 9 fois, l'OM peut gagner 4-5 fois. J'en suis persuadé parce que c'est une équipe qui a quand même du potentiel technique. La défense, je suis d'accord, il y a de la fébrilité. Les buts que l'OM prend, ils ne doivent jamais les prendre, surtout le troisième de Barcola. On a l'impression que c'est l'entraînement. Je pense que c'est une question de mentalité. Je pense que ce match a mal été préparé mentalement. Les joueurs étaient fébriles. On peut se demander pourquoi. Après, les absences ont coûté cher aussi, parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était Kondogbia en défense centrale et Brassier à gauche, c'est ça? Oui, et Brassier, pour moi, c'est une faillite. Il ne joue pas à gauche, Brassier c'est un défenseur central et il n'était pas à son poste, et Kondogbia non plus. Et C'est vrai qu'il a manqué Merlin. C'est vrai que Quentin Merlin a manqué. Alors après, Quentin Merlin n'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, mais c'est vrai que vous avez Murillo à droite. C'est sûr que si vous comparez Hakimi et Murillo, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais je ne pense pas que le match se joue là-dessus. Je pense qu'il y a eu une bataille tactique au milieu où je pense que mentalement, il faut aller les chercher. Ce Paris Saint-Germain, le PSG est très fort. Ça vient ajouter à la théorie de Marseille, c'est lui un peu trop beau, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il te manque un ou deux joueurs et puis tu passes. Je reste persuadé que sur le papier, moi, je vous garantis, un mec comme Pierre-Emile Højbjerg, il aurait sa place au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui leur manque, je pense.
Je l'ai dit à cette antenne la semaine dernière. Mot pour mot. Voilà, moi je pense qu'il y a des joueurs de grande qualité. Mason Greenwood, il aurait sa place au PSG sans problème. Mason Greenwood, souvent on a comparé à Dembélé, il est beaucoup plus efficace que Dembélé. Alors peut-être qu'en dribble, après c'est sujet à débat, on verra sur la saison comment ça se passe. Je ne vais pas de suite dire Greenwood est meilleur que Dembélé, je n'irai pas jusque-là. Mais je veux dire, pour moi, en termes de qualité d'effectif, l'écart s'est réduit. Mais moi, ce qui me marque, et vraiment, et là, je te rejoins totalement, je vous rejoins totalement, c'est le côté mental. Parce que en termes de qualité pure, j'ai l'impression que voilà, l'OM est meilleur que, genre bien supérieur à des périodes par le passé. Et pourtant, mentalement, alors qu'on a loué De Zerbi, parce que sur cette qualité de jeu, sur le fait de préparer ses joueurs, c'est très fort. J'ai l'impression que mentalement, ils n'y étaient pas du tout hier soir, pardon. Et juste sur un truc, alors, attendez, j'avais juste une stat à vous sortir. Parce que, c'est vrai que le scénario du match, bon, tu te prends un but au bout de la 7e, tu es à 10 au bout de la 20e. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais juste un truc, donc ça fait 553 minutes de suite que l'OM n'a pas marqué de but contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome. Le dernier but, c'était en 2017, c'était Florian Thauvin. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux classico où on a le PSG, l'OM et Lyon, la fameuse année 2014-2015, avec l'équipe de Fekir à Lyon, et il y a le PSG de Laurent Blanc avec Ibrahimovic, Cavani, etc. Enfin, cette équipe-là était, à mon avis, bien au-dessus de celle actuelle. Et l'OM, ça c'est sujet à débat, savoir si cet OM-là était meilleur que l'OM actuel. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de potentiel, il n'y avait pas un écart monstrueux entre les deux équipes. Et je me souviens de ce match-là avec Bielsa, parce que moi j'aime bien faire l'analogie Bielsa-De Zerbi, parce que je trouve que au niveau du système de jeu, notamment 4-2-3-1, il y a un peu la même façon de voir le football, de vouloir attaquer, tout le temps attaquer et de marquer beaucoup de buts. On se souvient de cette année-là où l'OM avait pris à la gorge le Paris Saint-Germain. Il y avait Matuidi quand même, il y avait Verratti, il y avait une grosse équipe. Alors que tu parles de qualité, l'OM de cette année-là, alors je suis désolé, peut-être que ça a mal vécu dans ma tête, mais l'OM de cette année-là dont tu parles, c'est l'OM de cette année vraiment. Tu prends tous les joueurs un par un, je pense vraiment que c'est largement au-dessus. Après, c'est que mon avis. Mais tu penses que l'OM de De Zerbi est meilleur que l'OM oui, largement. Si tu prends joueur par joueur, poste par poste, peut-être qu'en gardien, Mandanda, etc., c'était fort. Ça, je dis pas le contraire. Il y a des joueurs il y avait des joueurs machin, mais il faut se rappeler il jouait avec Fletcher. Bielsa faisait avec des joueurs très très moyens une équipe très respectable. Et du coup, mais par contre, c'est la mentalité. Voilà. Dans la mentalité, à la 60e, cette année-là, l'OM mène 2-1. Et ensuite, on se souvient, André Ayou qui dit à Bielsa, coach, il faut fermer. Et Bielsa, avec le fait d'être sa légendaire, le fait d'être têtu à un point où il mourrait avec ses idées, continue à attaquer. Et puis le PSG s'engouffre dans la brèche et puis ils vont gagner le match 3-2. Mais là, pour moi, je fais l'analogie avec ce match-là parce que je pense qu'on aurait pu arriver à ce même scénario facilement. Et à la fin, par contre, De Zerbi, il me semble, est plus pragmatique et aurait fermé. Et c'est là où je me dis, c'est ça qui est frustrant pour tous les amateurs de football, qu'on soit marseillais, parisien ou lyonnais. C'est cette idée qu'il y aurait pu avoir match et que tous les ingrédients n'étaient pas réunis pour qu'il y ait ce fameux match qu'on attendait tous avec impatience. Okay. Et moi, j'ai un constat à faire et je vais vous poser la question. Alors, 2 questions. Alors, qui est depuis le début de la saison le meilleur joueur côté marseillais? Højbjerg. Oui, Højbjerg. Mais moi, j'aurais limite plus pensé à Rouli. Oui, aussi. Donc, déjà, tu as ton gardien. Bon, hier, c'est normal. Il ne peut pas faire des parades à chaque match. Ce sera jamais. T'as raison. Ça vient mettre de l'eau au moulin. On a vu Marseille trop beau. On a oublié de regarder ces petits trucs-là. Il y a quand même beaucoup d'arrêts du gardien. Est-ce que le souci pour l'équipe de cette année, ce ne serait pas le Vélodrome? Je m'explique. Les matchs que tu gagnes 5-1 à Brest. Pour moi, c'est trompe-l'œil parce que si Rouli détourne pas le pénalty de Del Castillo, c'est pas le même match. Bref, peu importe. Ensuite, tu gagnes à Toulouse. Ensuite, tu gagnes à Lyon. Un super match. Et là, ils ont fait preuve de caractère. On ne peut pas dire le contraire. Ils n'avaient pas leurs supporters.
Voilà. Et ensuite, tu gagnes à Montpellier, où tout le monde gagne, mais tu en mets 5. Et le reste du temps, c'est nul contre Reims à la maison. Premier match. C'est nul contre Angers à la maison. Tu gagnes contre Nice, mais ce n'était pas non plus le match du siècle. Et Nice. Il y a eu des occasions de Nice, c'est vrai. Voilà. Et hier, tu perds. Donc, moi, je pense que est-ce que le souci, parce qu'on sait que du talent, il y en a dans cette équipe, mais est-ce que le souci serait pas, on va dire, l'ambiance du Vélodrome et le fait qu'à l'image de Wai, par exemple, tu as des joueurs qui ont peur de décevoir, je pense, leurs supporters. Parce que moi, quand Nico dit tout à l'heure, oui, mais c'est l'entraîneur qui doit donner l'envie de jouer un classico. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu es joueur de l'OM, c'est pas à 2 arbitres de te dire, les gars, il y a classico dimanche. Mettez de l'envie, sinon, sincèrement, tu ne fais pas footballeur professionnel. Ces matchs-là, tu veux les jouer. C'est comme si Ancelotti, c'est comme si, voilà, par exemple, je sais pas moi, Hansi Flick, à mon avis, il n'a pas eu besoin de dire à Yamal et ses coéquipiers, les gars, il y a classico au Real, on donne tout. Non, parce que voilà, donc je pense que la mentalité des joueurs, ils l'ont. Le problème, je pense que c'est peut-être que j'ai l'impression qu'ils ont peur parce que le match contre Angers, voilà, tu perds, c'est limite une défaite, quoi. Et c'est à la maison, encore une fois. Et j'ai l'impression que cette année, les joueurs de l'OM, et il y a des jeunes joueurs. Brassier, c'est pas du tout quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un qui est passé à Brest. C'est pas la même pression. Wai, un peu de pression à Lens, c'était très compliqué. Greenwood, Retafe, il n'avait pas non plus une pression de dingue. Højbjerg est le seul qui peut gérer un petit peu à Tottenham, mais il ne jouait pas tous les matchs non plus. Merlin à Nantes, c'était pareil. Il y a de la pression, mais moins. J'ai l'impression. Murillo, il était, je crois, en Anderlecht. Ulysse Garcia, il était en Suisse. Ah non, mais c'est sûr que ça joue. En fait, non, mais le vrai problème, ce club, c'est sûr. Hein, il faut, bien sûr, mais c'est pas que. Mais le truc, c'est que c'est pas que cette saison. Et là, Nico, je pense qu'il va être totalement d'accord avec moi. Mais déjà, rien que la saison passée, même la saison juste avant, mais la saison passée. La saison passée, tu n'avais pas de talent. Parce que moi, j'ai vu le match au Groupama Stadium et sincèrement, tu ne pouvais rien en tirer. Quand Jean Onana est titulaire au milieu de terrain, tu ne peux rien en tirer de cette équipe, je suis désolé. Non, mais je suis d'accord. Mais cette année, tout le monde a dit, ils ont pris un gros coach, ils ont pris, voilà. Et je pense que sincèrement, et c'est peut-être à nous de répondre à ces questions, je pense que le Vélodrome inhibe énormément. Non, mais ça le reste. Après, moi, je représente. Tu as raison, Moi, je tenais à repréciser. Voir Roberto De Zerbi à l'OM, c'est génial. Je ne le remets pas du tout en cause le fait que c'est un très bon entraîneur qui connaît très bien le football, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, ce que je voulais souligner, c'est que c'est vrai que j'attendais plus, notamment tactiquement, par rapport à ce qu'il avait fait à Lyon. Je trouve qu'à Lyon, pour moi, à Lyon, il avait fait un peu du MacGyver, pardon l'expression, mais il avait réussi à bricoler quelque chose d'inespéré et à maintenir ses joueurs à flot, enfin, même si eux-mêmes s'étaient tenus à flot, mais il y a eu des circonstances aussi. Lyon n'avait pas su tuer le match, donc il y avait aussi des circonstances favorables. Là, j'ai l'impression, alors je ne dis pas que tactiquement il aurait tout révolutionné, il aurait pu gagner 4-3, je ne dis pas ça, mais je sais pas, je trouve que déjà en début de match, il doit pouvoir inciter ses joueurs à aller au mastic et à perturber vraiment cette équipe du PSG. Parce que cette équipe du PSG, si vous ne la bousculez pas, elle va jouer comme dans un fauteuil. Le problème, c'est est-ce que De Zerbi, parce que certes, il a beaucoup de talent, il n'y a pas de souci, et c'est un très bon coach, mais est-ce que De Zerbi est aussi, et il est un peu comme ses joueurs, parce que l'OM a tout changé cet été et pris énormément de jeunes joueurs, est-ce qu'il n'est pas aussi en train d'apprendre? Parce que bon, oui, peut-être. Il est à Sassuolo, c'est pas l'ambiance la plus dingue au monde. Après, il est au Shakhtar, c'est compliqué, le stade a été détruit, la Donbass Arena, donc il joue très loin. À Brighton, c'est un très bon club de première ligue. Il y a des bons supporters, mais je ne sais pas si c'est l'endroit où il y a le plus de pression. Et est-ce qu'il n'a pas du mal, entre guillemets, c'est pour ça notamment que l'OM n'arrive peut-être pas à gagner ses matchs à domicile ou en galère. Est-ce qu'il n'a pas du mal à gérer aussi la pression du Vélodrome et les attentes, contrairement à l'extérieur, où entre guillemets, à l'extérieur, il est tranquille parce qu'à Lyon, il n'y a pas ses supporters. À Toulouse, le stade est pour eux, mais ils ont plus de qualité aussi. À Brest, c'est pareil. C'était pendant ses premiers pas. J'ai l'impression que De Zerbi, et comme ses joueurs, il a du mal, et ça s'apprend, à gérer, parce qu'une ambiance comme ça, faut l'apprivoiser. Tout le monde le dit qu'à l'OM, c'est pas pareil que jouer dans un autre club. Et j'ai l'impression que quand tu es au Vélodrome,
surtout pas un derby, mais un classico, un match que tout le monde attend. En plus, il y a eu la pression des médias. Tous les médias disaient oui, mais cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Donc, De Zerbi s'est dit, bon, bah, entre guillemets, moi, je ne dois pas passer pour le guignol de service. Et je pense qu'il y a aussi un peu de ça. D'où le manque d'adaptation. Dans cette équipe en reconstruction, il faut leur laisser le temps. Heureusement qu'ils n'ont pas une Ligue des Champions à gérer pendant cette phase de reconstruction parce qu'ils n'auraient pas su gérer. Et bon, c'était le premier classico de De Zerbi, c'est un échec, clairement. Mais c'est une équipe qui va aussi avoir appris beaucoup de ce match-là, à mon avis, et qui va devenir plus forte. Tout à fait. C'est le premier classico de plein de monde. Hein. Rose, c'est son premier classico. Koné, c'est son premier classico. Wai, c'est son premier classico. Greenwood, pratiquement toutes les recrues, c'est leur premier classico. Et ça, c'est quand tu changes de joueur, quand tu changes genre 75% de l'effectif chaque année, évidemment que chaque année, ce sera le premier classico de beaucoup de mais bon, c'est jeunes joueurs qui ont dire que c'était nécessaire. Donc, c'est pas... Ah non, mais ça, je dis pas le contraire. Mais tu vois, ça peut pas. Oui, évidemment que si tu changes tous les joueurs chaque année. Oui, mais tu as pris des joueurs qui ont jamais joué. Regarde, par exemple, Rowe, par exemple, il joue à Norwich. Alors, je pense qu'il y a des gros matchs en championship. Greg, tu as des joueurs, je pense, qui ont jamais joué à tel. Totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, après, c'est compliqué aussi. Par exemple, le PSG prend João Neves. João Neves, c'est un joueur très jeune. Il a 19 ans. Ouais, mais 20 ans. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Mais il a joué des très gros matchs. Il a joué l'Euro. Il a joué 3. Il est déjà à son 4e Benfica. Il était déjà, je crois, il a joué 4 Benfica Porto. Il a joué 3 Benfica Sporting. Enfin, c'est pas. Il a joué l'Europa League. Il a joué l'Europa League. Pour moi, João Neves, c'est comme Koubarsi au Barça, c'est-à-dire vous avez des joueurs qui sont très jeunes. Voilà. Mais c'est pour ça. Très jeunes, ils sont déjà comme s'ils avaient 30 ans parce qu'ils ont déjà beaucoup d'expérience. Un autre truc juste avant de vous redonner la parole, et pour le mot de la fin par rapport à l'OM. Enfin, non, j'avais une autre question après, mais bref, faire très vite parce qu'on est déjà à 1h40 d'émission, donc ça commence à être pas mal. Alors qu'on n'a pas parlé du Classico Barça, on n'a pas parlé du Ballon d'Or. Mais juste un truc, sur tous les matchs que Greg a cité tout à l'heure, c'est-à-dire tous les matchs en fait depuis le début de saison, on se rend compte d'un truc, l'OM donne une quantité astronomique d'occasions à ses adversaires. Je trouve ça complètement dingue. Exact. Et le match, par exemple, tu as parlé de Montpellier. Greg, à Montpellier, je ne sais plus si c'est à 0-0 ou à 1-0 Marseille, mais il y a une occasion pour l'attaquant de Montpellier, comment il s'appelle ? Accor Adams, voilà. Il y a une occasion, mais je ne comprends pas comment il la rate. J'ai toujours pas compris comment il a raté. Bref, il rate la défense de Marseille, c'est pas encore au niveau de faire des gros matchs. Ouais. Et je trouve ça un point. Pour le coup, s'il y avait un truc qui m'inquiétait encore quand même, c'est quand même la défense, un minimum. La preuve, si tu as Rouli, entre guillemets, qui est pratiquement ton meilleur joueur ou ton deuxième meilleur joueur, et que tu as quand même l'histoire avec Chancel Mbemba qui va peut-être revenir, c'est que forcément, ta défense, c'est que ça va pas, tout simplement, voilà. Tu ne peux pas revenir quelqu'un que tu as roulé dans, enfin que tu amènes limite en justice si vraiment c'est pas entre guillemets, il faut pas tirer la sonnette d'alarme, quoi, tout simplement. Puis le Canadien qui sont recrutés en défense centrale, c'est pas terrible non plus. Là, Cornelius, là, c'est pas ouf non plus. Donc c'est pas un secteur où il y a beaucoup de sécurité pour l'instant, la défense. Et puis, juste là, je viens d'y penser. Est-ce que ce serait une bonne idée là, si par exemple Hummels rompt son contrat, d'aller chercher Hummels à la Roma? Carrément, ça, ce serait une grosse idée, ça. De toute façon, je pense quand vous avez un défenseur qui a joué des finales de Ligue des Champions, qui est champion du monde, oui, on ne cracherait pas dessus parce que c'est un grand défenseur. Hein, donc oui. En termes de salaire, il sera assez gourmand. Et Marcus Rashford cet hiver, qu'on nous explique d'où vient l'argent à un moment donné. C'est sûr. Non, bref, pour terminer juste sur côté OM, parce qu'on n'a même pas parlé du PSG. Mais j'avoue. Mais juste côté OM, est-ce que la clé pour du coup le reste du début de saison, je vais reprendre du coup les mots de Patrick Vieira, encore une fois, c'est pas les miens, mots de Patrick Vieira. Est-ce que ce serait pour continuer la saison et pour faire que la saison soit une réussite, est-ce que dans les têtes des supporters et des joueurs, il faut oublier le titre dès à présent, Nico? C'est ça, faut oublier. Faut jouer une saison de reconstruction lucide et patiente. Il n'y a même pas à jouer de saison de reconstruction, c'est que cette équipe-là n'a pas de niveau pour le titre. Il faut être réaliste. Pour moi, c'est Paris-Monaco, ils sont bien au-dessus.
Mais celui qui me Absolument. dit que l'OM joue le cheat, sincèrement, enfin, c'est une lubie. Exact. Sincèrement, tu peux pas jouer le cheat avec Brassier, un Balerdi qui met pas un pied devant l'autre, des latéraux, tu sais même pas qui c'est, un C'est Wai. Paris, Monaco, peut-être le Lost C'est pas parce que derrière possible. lui, et voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'autre contender pour le titre. Enfin, Non, il y a pas je de. moi, je vois pas Lille au-dessus, mais enfin, je me dis, de toute façon, depuis le début de saison, peut-être que se le disait dans le vestiaire, mais je pense que ce match-là, il remet l'OM à sa place, c'est-à-dire à la troisième. Et l'OM doit jouer la troisième place. Voilà. Ok. C'est-à-dire C'est ça, avec, faut que je vois pour la il troisième jouera la place, parce troisième que place avec Lille et Lyon, je pense. Voilà. Et Ouais, elle si va pas tu être te facile, elle qualifies est en pas Ligue chaude des cette troisième Champions, c'est place. pas mal C'est quand Lille, même. Lille et pas Lyon, hein. Exactement, tout à fait. Tu te Donc faut se qualifies en concentrer sur ça. LDC, tu fais un gros parcours en coupe, franchement, ce serait une belle saison. Attends, non, non, mais ils bien ont sûr. changé, Moi, de toute hein, façon, je pense que ils ont tout changé. je pense que notamment chez les supporters, parce qu'il y a toujours ce truc de dire que chaque année, l'OM perd contre le PSG, donc on attend toujours l'année où ils vont se remettre au niveau, mais je pense que là, cette saison, c'est chaque chose en son temps. Il y a un projet qui est en reconstruction, et je pense que pour le moment, oui, Faut se remettre ils au sont niveau du top capables 3, d'aller c'est chercher pas mal. Paris et Monaco, mais pas sur une saison entière. Et à mon avis, ce sera plutôt regarder ce que font Lille et Lyon et garder de cette troisième place surtout, ce serait déjà pas mal. Et après, on verra Exactement. pour la saison prochaine. Ok, très bien. On a laissé l'OM un peu de côté. On va se concentrer juste sur le PSG. Deux petites questions rapides pour ça. Est-ce que, David, pour toi, c'était le match parfait, le PSG? Et autre petite question, si tu devais garder un homme du match, tu prendrais qui? Alors, match parfait, non, parce qu'il y a encore des gros loupés en deuxième période, Dembélé et, euh, comment il s'appelle, Il y a Doué. l'Espagnol. Ah, c'est Asensio? L'Espagnol. Non, le milieu, Ah, Fabien oui. Ruiz. Fabien Ah Ruiz qui oui. fait un gros loupé. Donc bon, ça c'est vraiment ça se répète match après match, donc ça devient très inquiétant pour la Ligue des Champions, ces occasions, ces grosses occasions manquées. Alors, un homme du match, j'aurais envie de prendre Joao Neves parce que c'est lui qui débloque la situation et puis c'est sa saison, quoi. Il a eu beaucoup de passes décisives et là il met un but très très décisif d'entrée face au PSG. Ouais, j'ai envie de sortir Neves de ce match-là. Ok, très bien. Une question pour Greg maintenant. Le match face au PSV était déjà pas trop mal. En tout cas, il y a eu une vraie réaction. Enfin, il y a une vraie réaction. En tout cas, il y avait la mentalité qui a manqué peut-être à Marseille. Elle était même quand le PSG faisait match nul contre le PSV. Malgré le nul, donc forcément. Il y avait une vraie attitude. Est-ce que toi, c'est ça, tu le retiendras de ce match-là? Tu penses que là, ça y est, le PSG est lancé avec encore une fois cette belle attitude et tu penses que c'est entre guillemets la clé pour que la saison. J'ai trouvé contre le PSV qu'ils avaient une belle attitude, qu'ils avaient envie. Le problème, c'est qu'ils sont trop maladroits. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est tout. Contre le PSG, moi, j'avais dit, pour moi, pour valider la progression, il faut un 3-0. Allez, 2-3-0. Il y aurait pu avoir. Le problème, c'est que défensivement, c'est encore trop faible. Donnarumma, moi, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je comprends pas comment tu peux encore, entre guillemets, compter sur lui pour être titulaire. Moi, je prendrais un Lucas Chevalier tous les jours. Je mets l'argent qu'il faut, mais je le prends direct. C'est un super coup à faire, en tout cas. Et voilà, mais contre le PSV, ils ont fait un bon match. Le problème, c'est qu'ils se sont fait punir contre une équipe qui n'a pas peur, contrairement à l'OM, et qui a plus d'expérience. Voilà, le PSV, chaque année, c'est en Ligue des Champions. C'est pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, ils ont des genres de qualité. Et tout simplement, voilà. Donc, Et Noah Lang, il aime bien le PSG aussi, je crois. Donc, ouais, je sais plus. Après, lui, c'est un peu un espoir déchu. non, mais on va dire, parce qu'il il a marqué là et c'était déjà lui qui avait marqué en 2021 quand il jouait avec Bruges. C'est pour ça que. Ah ouais, ouais. Après, lui, c'est un espoir non, pas belge, Non, néerlandais. il est néerlandais. Ouais. Un espoir un peu déchu. Bon, il est bon, mais il sera jamais au niveau où on attendait de lui quand il était à l'Ajax notamment. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur. Mais après, voilà, sur le but de Noah Lang, c'est une erreur monumentale de la défense qui relance mal. Et voilà. Et puis, comme on a dit, le seul joueur, entre guillemets, et c'est là, après, ça, c'est la tactique de Luis Enrique, mais pour moi, elle est minimaliste, c'est que tu n'as pas de neuf, et ton neuf contre le PSV, c'était limite Hakimi.
qui fait un gros match, mais c'était lui. Et quand tu vois que ton 9 limite, ton plus gros danger offensivement, c'est ton latéral droit, qui peut être, on va dire, un ailier droit parce qu'il a 3 poumons, il revient défendre et attaquer. Et ben, il y a des questions à se poser tout simplement. Après, hier, il n'y a pas eu besoin parce que il y avait Après, trop sur de le banc, il a le qualité. meilleur buteur En de face, l'équipe de il France, parce il que passe ça à permet côté. de faire jouer. Hmm. Sur le banc, il a le meilleur buteur de l'équipe de France, mais ça n'intéresse pas de le faire jouer. Donc ça, c'est un autre débat. Ouais, après, sincèrement, moi, je suis entraîneur, j'aurais du mal à le faire jouer aussi parce que pour moi, c'est vraiment un joueur plus que moyen. C'est une connerie de la part de la direction d'avoir mis 90 millions sur lui, d'avoir Francfort. Je l'ai dit depuis le premier jour, mais après ça. Voilà, donc pour moi, je veux dire, Mais voilà. bon, Par contre, Gonzalo quand on a Ramos, Ramos qui est blessé, qui qui va fait jouer revenir, oui. Voilà. Oui, bon, Après, après, il n'aime pas les neufs. Après, j'ai l'impression que lui, Luis Enrique, il ne fait pas comme Arnaud Slot à Liverpool, c'est-à-dire que lui, il y a des joueurs qui ne Il le joue à font sa pas place, jouer. c'est sûr. Et dès qu'il les fait jouer, c'est pour les mettre dans des conditions quand même assez, on va dire, peu confortables, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il rentre contre le PSV Eindhoven, il y a 2-3 actions collectives où il ne sait pas où mettre le ballon, parce qu'il n'a pas d'automatisme avec les autres, parce qu'il ne joue pas assez. C'est ça le problème. Alors Voir un Colomboigny, temps- il faut le relancer contre Angers, contre Saint-Etienne, contre Rennes éventuellement, enfin contre, j'ai envie de dire, des équipes de deuxième partie de tableau. Enfin, j'inclus Rennes plutôt première partie, mais vous voyez ce que je veux dire, contre des équipes qui sont un petit peu moins performantes dans notre championnat, pour le remettre en selle et le remettre en confiance. Un peu ce que fait Deschamps. Son poste, accessoirement, tu ne le fais pas rentrer ailier gauche ou ailier droit, je ne sais plus comment. Exactement. Et là aussi, on disait Arnaud Slot, il fait jouer les joueurs à leur poste. Il faudrait que Luis Enrique fasse la même chose avec Colomboigny. Après, là où je suis d'accord, c'est que même si Colomboigny, bon, moi, je le trouve vraiment très limité, maintenant, tu l'as dans ton effectif. Oui, autant le faire jouer, bien sûr. Tu dois quand même le faire jouer. Sinon, tu n'as pas de neuf. Par contre, voilà, au mercato d'hiver, tu prends une décision. Après, bon, Ramos va sûrement prendre la place quand il va revenir. Mais est-ce que ça l'intéresse vraiment de jouer avec un neuf? Bon, après, on a les mêmes débats toutes les semaines, donc c'est compliqué. À partir du moment où tu ne mets pas Colomboigny et tu acceptes de mettre Asensio, à la limite, ok, mais ensuite tu mets Kangin, bien sûr. Ça veut dire que non, le 9, tu t'en fiches complètement. Asensio, c'est pas mal. Le fait d'insister avec Asensio, c'est pas mal parce que c'est un faux neuf, mais qui est capable de jouer comme un neuf quand même. Donc Asensio, il a déjà une certaine expérience à ce niveau-là, mais à ce poste. Alors que Kangin Lee, bon, voilà, il est frêle. C'est comme si on mettait Messi en avant-centre. Franchement, ce serait compliqué. Alors, il aurait du talent. C'est le Messi du pauvre, Kangin Lee, un peu. C'est ça, quoi. Non, mais ok. En tout cas, bon, écoutez, on n'a pas dit de très bonnes choses sur le PSG, c'est assez dommage parce qu'au final, ils ont fait quand même un plutôt bon match. Après, hier, ils ont fait un match, un très bon match. C'était le match qu'il fallait. Moi, j'ai vraiment apprécié pour le coup cette attitude-là des 20 premières minutes. J'ai vu un PSG qui n'a pas laissé une seule miette à Marseille. Et ça, si on le voit à chaque fois, oui, et au milieu, pour moi, c'est l'attitude d'une grande équipe quand même de gagner. Moi, je pense que des fois, on réalise pas, on est exigeant avec ce PSG parce que c'est le PSG, parce qu'ils ont 800 millions de budget par an. Mais je pense que des fois, on ne mesure pas la performance quand même depuis que tu es ici et là, de gagner tous ces titres. On s'aperçoit quand même que jouer un championnat avec cette attitude de toujours arriver à gagner les gros matchs, je trouve quand même c'est assez exceptionnel. Et il faut aussi quand même mettre l'accent sur le fait que venir jouer au Vélodrome, même si vous avez circonstances favorables, vous gagnez 3-0 facilement. On n'a pas l'impression qu'ils ont couru un 100 mètres. Enfin, je pense c'est quand même une équipe qui a de grosses certitudes. Et en Europe, moi, je trouve que mon sentiment, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de certitudes. Faut quand même se créer les occasions. Et je trouve que contre le PSV Eindhoven, oui, ils font un partout. C'est vrai que c'est poussif contre Gérone, mais ils ont quand même le don de se créer des occasions. Et à un moment donné, ça va rentrer. Et je pense que voilà, Luis Enrique, il est critiquable sur certains aspects. Mais il a quand même des certitudes dans son jeu qui font que c'est quand même assez positif pour la suite parce que voilà, c'est une équipe qui a quand même un jeu. Il est quand même sûr de son fait concernant le jeu qu'il veut mettre en place. Et
voilà, bon, il leur manque un 9, mais sinon, je pense que c'est quand même une équipe qui est sur la bonne voie. Ok. En tout cas, on verra bien. On aura bien le temps de continuer à parler du PSG. Cette saison, notamment en Ligue des Champions, parce que au final, on n'a pas pu en parler énormément, parce qu'au final, voilà, ce match-là contre Marseille prend le pas et c'est un très bon match. Le match nul contre le PSV, au final, il te complique quand même bien je veux dire, sur un plan comptable, bien comme il faut, parce que là, tu vas jouer un cran au-dessus. Donc, bref, à voir comment ça se passe dans les prochains matchs du PSG en Ligue des Champions. On sera là pour en parler, pour débriefer. Ce ne sera pas cette semaine, du coup, pas de prono comme on fait d'habitude. Il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine, donc ce ne sera pas maintenant. Non, on va parler rapidement. Encore une fois, je vais vous poser juste quelques petites questions sur l'autre gros match du week-end. Enfin, il y en avait trois, mais le premier gros match du week-end, parce que dans l'ordre chronologique, c'était le premier. C'était ce Real Madrid, FC Barcelone, qui s'est terminé sur un score de 4-0 pour le Barça. On a parlé du hors-jeu des multiples hors-jeux de Kylian Mbappé. Sur un côté Barça maintenant, enfin juste rapidement avant de passer côté Real, côté Barça, quelle victoire t'a le plus impressionné cette semaine, David? Parce que c'était quand même une semaine dingue. Le 4-0 contre le Barça ou le 4-1 contre le Bayern?